Quelle est la véritable langue originelle vivante du Maroc et de l'Afrique du Nord? On pense souvent à plusieurs langues, bien sûr, mais il y en a une avec des racines particulièrement profondes. L'amazigh. Mais qu'est-ce que ça implique, au fond? Aujourd'hui, on va explorer ça en détail. On va s'appuyer sur les analyses pointues du docteur Abdellah El Haloui, qui est linguiste, pour démêler un peu cette histoire complexe de la langue amazigh. Ses origines, sa relation assez étonnante d'ailleurs avec la darija, et puis son statut aujourd'hui. Absolument. Et avant de commencer, c'est important, je pense, de bien distinguer deux choses. Oui, La langue maternelle, bon, ça c'est simple, c'est la première langue qu'on apprend petit, en famille. Au Maroc, ça peut être l'amazigh ou la darija. d'accord. Et puis il y a la langue autochtone vivante. Ça, c'est la langue des tout premiers habitants d'un territoire et qui est toujours parlée. Et pour toute l'Afrique du Nord, cette langue, eh ben, c'est l'amazigh. L'arabe classique, le français, l'anglais, ça c'est autre chose. Ce sont des langues apprises, souvent à l'école. C'est une distinction clé, effectivement. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre sur quoi on se base pour dire que la Mazige est si ancienne et comment elle a pu influencer, même structurer, la Darija qu'on parle tous les jours. Et puis, où en est-elle aujourd'hui? Quels sont les défis? Alors, allons-y. Pour commencer, les racines. Comment on sait concrètement que l'amazigh est la langue première d'ici? Les inscriptions anciennes, j'imagine, c'est une piste. Tout à fait. L'archéologie linguistique, c'est notre guide ici. En Afrique du Nord, on trouve principalement trois types d'écriture ancienne. Latine, punique, phénicienne, quoi. Et amazigh. Et quand on les compare, c'est très parlant. Ah oui, D'abord, la géographie. Les inscriptions latines puniques, on les trouve surtout près de la côte méditerranéenne. Logique, c'était les centres de pouvoir, de commerce. d'accord. Mais les inscriptions amazigh, ah là, c'est différent. Il y en a partout, au nord, au sud, en plein Sahara, à l'est, à l'ouest. Ça montre bien une présence autochtone généralisée, bien au-delà des zones d'influence directe des Romains ou des Phéniciens. Intéressant. Et elles disent quoi, ces inscriptions? Alors, le contenu aussi est révélateur. Les latines et puniques, c'est souvent administratif, officiel, des tombes de notables. Les amazighs, on a ça aussi, mais on trouve beaucoup plus de la poésie, des proverbes, des dédicaces personnelles et même des trucs très pratiques, genre ici, source d'eau ou là, gisement de gypse. Ah oui, carrément ancré dans le quotidien. Exactement. C'est lié à la vie de tous les jours des gens de cette terre. Et le point crucial, C'est le lien avec aujourd'hui? voilà, c'est que l'amazigh de ces inscriptions, c'est l'ancêtre direct reconnaissable de la langue parlée aujourd'hui. Il y a une continuité, une vraie survie linguistique sur des millénaires. Ce qui n'est pas le cas du punique ou du latin localement, qui ont disparu. C'est une preuve tangible de son statut autochtone. Et c'est là qu'on touche un point vraiment bluffant, je crois. L'âge de ces inscriptions amazighes. C'est très très ancien, non? Oui, et c'est assez vertigineux. Les datations archéologiques pour les plus anciennes inscriptions amazighes qu'on connaît, je pense à Azeka, où ils frânent des éléphants dans l'Atlas, on est autour de 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans avant JC. Incroyable. C'est c'est bien avant l'arrivée massive des Phéniciens ou des Romains, ça. Exactement, bien avant. Et qu'est-ce qu'on en conclut alors? Deux choses importantes. Premièrement, l'écriture amazigh, le tifinagh, n'est pas une importation tardive venue d'ailleurs. Elle précède ces grandes influences extérieures. D'accord. Et deuxièmement, ça suggère très fortement qu'elle s'est développée ici même, de manière autonome, endogène. Ce n'est pas juste une copie d'un alphabet colonial, si on veut, c'est une création locale. Une création propre à la région. C'est ça. Et d'ailleurs, cette ancienneté, on la retrouve même dans la structure de la langue. Les linguistes parlent d'une couche une du vocabulaire amazigh. Ce sont des mots très courts, souvent une seule consonne, parfois répétée ou renforcée. Comme Egmacha, par exemple, ek pour manger. en, dire, effej, sortir, et dou, aller. Des mots très basiques en fait. Oui, des actions fondamentales liées à la vie immédiate, presque à la survie. Exactement. Des actions concrètes, pas des concepts abstraits. Et cette couche de mots avec sa structure si particulière, très différente des langues sémitiques ou indo-européennes voisines, on pense que c'est la marque d'une très grande ancienneté. Un noyau linguistique autochtone très profond. Bien sûr, il y a d'autres couches de vocabulaire plus récentes, parfois empruntées, mais cette couche une, elle témoigne d'une histoire unique.
C'est fascinant. Cette ancienneté, cette structure unique de la Mazir, ça pose une question qui intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. Euh, Quel est son lien exact avec la Darija, la langue du quotidien au Maroc? On entend souvent mélange, mais l'analyse va plus loin, j'imagine. Oui, le mot mélange est un peu trop simple. Il ne capture pas bien ce qui s'est passé. Il faut regarder l'histoire. L'arrivée des tribus arabes, notamment les Banu Hilal, Banu Sulaym, au XIe siècle, ça introduit une certaine variété d'arabes, que les linguistes appellent parfois de HA, pour Hassani Hilali arabique. D'accord, un arabe particulier. Voilà. Et cette langue va gagner en prestige pour des raisons politiques, religieuses, économiques, surtout à partir du XVIIe siècle, avec la dynastie alaouite, l'arrivée des Morisques. Elle devient une sorte de lingua franca, une langue de communication entre différents groupes. C'est là que le mélange opère. C'est là qu'il se passe quelque chose de bien plus intéressant, en fait. Mm. Une créolisation. Les populations qui parlaient amazigh et qui étaient majoritaires sur le territoire, en adoptant petit à petit le vocabulaire, le lexique de cette langue arabe qui devenait dominante, Oui. elles ont appliqué instinctivement les règles de grammaire de leur propre langue, l'amazigh, à ces nouveaux mots. Ah, d'accord, donc c'est pas juste prendre des mots, c'est comme si on mettait ces mots arabes dans une sorte de moule grammatical amazigh qui existait déjà. C'est une très bonne image, oui. C'est exactement ça, la structure profonde, comment on prononce les sons, comment on les agence, comment on construit les phrases, l'ordre des mots, tout ça. La structure qui façonne la Darija, à son origine, est fondamentalement amazigh. Donc la Darija serait un créole. Un vocabulaire qui vient majoritairement de cet arabe de H, mais une grammaire, une structure qui vient de l'amazigh. Et ce processus, ça a pris du temps, plusieurs siècles, surtout entre le XVIIe et le début du XXe siècle. Et l'arabe standard moderne, celui de l'école. Ah, son influence, elle est plus tardive. Elle arrive surtout après l'indépendance, avec la généralisation de l'école. L'arabe standard a commencé on pourrait dire, à réarabiser un peu cette darija créolisée, en y ajoutant du vocabulaire standard, parfois des tournures de phrases, mais la structure de base, elle, reste profondément marquée par l'amazigh. C'est une perspective très différente de l'idée habituelle d'un simple mélange, effectivement. Et concrètement, aujourd'hui, où est-ce qu'on voit encore cette grammaire cachée à Mazir dans la Darija qu'on entend tous les jours? Oh, les traces sont nombreuses. Un exemple assez frappant, c'est dans les sons. La darija utilise des consonnes qu'on appelle labialisées, c'est-à-dire prononcées avec les lèvres arrondies, comme le gou dans djelsa, la façon de s'asseoir, ou le kwa dans ktar, plus nombreux. Ah oui? Ces sons-là sont typiques de la mazir, mais ils n'existent pas en arabe standard. Et même la façon dont les sons s'organisent dans un mot suit souvent des règles qui rappellent celles de la mazir. D'accord. Et à part les sons? Un autre indice très clair, le duel. En arabe standard, il y a une forme spéciale pour dire deux de quelque chose. Oui. La mazir, elle, n'a pas ça. On utilise le chiffre 2, puis le nom au pluriel. Eh bien, la darija fait exactement pareil. On dit jouj ialat, deux femmes, avec le mot femme au pluriel. Pas de forme duel spécifique. C'est vrai. Et pour les verbes, on dit souvent que la conjugaison en Darija est assez particulière. Elle reflète souvent le système amazir, qui est basé sur l'aspect, c'est-à-dire comment l'action se déroule. Est-ce qu'elle est habituelle, en cours, terminée, à venir, plutôt que sur le temps strict passé, présent, futur. D'accord. Du coup, la darija utilise souvent un système avec 4 formes verbales principales. Par exemple, kayakul, il mange habituellement. Kankul, je suis en train de manger maintenant. Radi yakul, il va manger, plus une forme neutre, un peu comme un aoriste. Ce système à 4 aspects rappelle beaucoup celui de la mazir, et il est différent du système à 3 temps de l'arabe standard. C'est subtil mais important. Et il y a un autre exemple, peut-être le plus technique, mais aussi le plus révélateur, c'est dans les phrases pour dire il y a. Ah oui? Quand on dit en darija, par exemple, Keina, le bent limajach. Littéralement, existe la fille qui n'est pas venue. Mais ça veut dire il y a une fille qui n'est pas venue. Le sens est indéfini, une fille. Pourtant, on utilise l'article défini le devant bent fille. C'est vrai ça. Pourquoi cet article défini alors que le sens est indéfini?
Ben, c'est un calque direct de l'amazigh. La phrase équivalente en amazigh, ce serait quelque chose comme tel a tes fruit liur tucide. Et en amazigh, on est obligé de mettre un marqueur défini, t dans tes fruit, sur le nom, même quand le sens est indéfini. C'est la grammaire qui l'impose. Alors la Darija, pour coller à cette structure amazigh, a dû inventer cet usage bizarre de l'article défini, le explétif. C'est une preuve linguistique très très forte de l'influence de la structure amazigh. C'est absolument fascinant. Ça change vraiment la façon dont on peut percevoir la langue que tant de gens parlent. Alors, si on élargit un peu, comment l'amazigh et l'arabe classique, la langue savante, religieuse, ont interagi plus anciennement, avant même cette histoire de Darija? L'arrivée de l'islam a bien sûr introduit l'arabe classique. Et son influence première sur l'amazigh, ça a été surtout dans le vocabulaire et centré sur la religion. On a emprunté des mots comme solat pour la prière, Oui. mais en les adaptant. On les a passés à la moulinette de la phonologie et de la morphologie amazigh, et solat est devenu tazalit. C'est un processus normal d'emprunt et d'intégration, un peu comme l'amazigh avait déjà emprunté des mots phéniciens bien avant. D'accord. Il y avait une tension entre les deux langues à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que les sources historiques nous montrent des savants amazirs qui maîtrisaient parfaitement l'arabe classique pour la théologie, la science, mais ils ne voyaient pas ça du tout comme un abandon de leur identité. Au contraire, certains s'amusaient même à écrire des poèmes bilingues en mélangeant les deux. Ah d'accord. Donc l'idée d'une tension forte, une opposition entre les deux. Beaucoup d'analystes, y compris le docteur El Aloui, pensent que c'est un phénomène plus récent, qui est lié aux constructions idéologiques des États-nations après les indépendances. Justement, dans ce contexte actuel, parfois un peu tendu, on entend parfois l'argument que l'amazigh serait une langue incomplète, pas assez riche pour le monde moderne. Que répond la linguistique à ça? Peu importe la langue, elles ont toutes une grammaire complexe et elles ont toutes la capacité de créer de nouveaux mots ou d'en emprunter pour les nouveaux concepts. Dire qu'une langue est pauvre ou limitée, ce n'est pas un fait linguistique, c'est un jugement de valeur qui est souvent social ou politique. Mais d'où vient ce sentiment alors? Souvent, ça vient simplement d'une méconnaissance de la langue elle-même, parfois même par ses propres locuteurs, parce qu'elle n'a pas été enseignée, parce qu'elle n'est pas utilisée dans tous les domaines. Hmm. Du coup, on croit qu'un mot n'existe pas, alors qu'en fait, il existe. Comme tilelt pour avion, par exemple. Ou des mots du quotidien que certains ont oubliés, comme tazelt pour un grain de beauté, ou azagar pour la plage. Le problème, ce n'est pas la langue elle-même. C'est le manque de transmission, le manque de standardisation pour certains usages modernes, le manque d'investissement dans son développement, sa diffusion. Il existe des dictionnaires amazigh très riches qui montrent bien cette richesse lexicale. Ça nous amène directement à la situation d'aujourd'hui. L'amazigh est langue officielle au Maroc depuis 2011. Sur le papier, c'est une énorme avancée. Mais quelle est la réalité sur le terrain? La situation est souvent décrite comme paradoxale. Et même le mot dangereuse est utilisé. Malgré ce statut officiel, l'érosion de la langue continue. Ah bon? Comment ça? Des dialectes entiers qui sont porteurs d'une diversité culturelle immense sont en train de disparaître très vite, ou ont même déjà disparu. On pense à l'amazigh du Goumara, dans le Rif, ou à celui qui était parlé au cœur même de Marrakech il n'y a pas si longtemps. Chaque variété qui disparaît, c'est une perte irréversible de patrimoine. C'est grave en effet. Mais le plus inquiétant, c'est la rupture de la transmission entre les générations. L'urbanisation joue un rôle, le prestige d'autres langues dans les médias aussi, mais surtout le système éducatif qui a très longtemps marginalisé, ou même ignoré, l'amazigh. Oui, Résultat, beaucoup de parents qui parlent amazigh ne transmettent plus la langue à leurs enfants. Ces enfants grandissent en parlant seulement darija, ou darija et arabe standard, ou français. Et c'est cette rupture de transmission qui fait chuter très vite le nombre de locuteurs. Certains n'hésitent pas à utiliser le terme très fort de génocide linguistique pour alerter sur la gravité et l'urgence de la situation. Même avec les efforts actuels comme ceux de l'IRCAM, Les efforts institutionnels sont réels, bien sûr. L'IRCAM fait un travail important, mais face à l'ampleur du défi, beaucoup estiment que c'est insuffisant, que ça ne va pas assez vite. et alors face à ce constant un peu sombre, quel serait le levier principal? Quelles sont les solutions mises en avant pour essayer d'inverser cette tendance? Le consensus chez les experts et les militants semble vraiment pointer vers le système éducatif. C'est là que ça se joue principalement. La proposition phare, c'est ce qu'on appelle une généralisation horizontale et verticale de l'enseignement de l'amazigh. Horizontale et verticale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, la généralisation horizontale, c'est l'idée simple d'enseigner la langue amazigh
à tous les élèves marocains, de la maternelle jusqu'au supérieur, comme une matière normale, pour tout le monde, quelle que soit leur langue maternelle, pour que ça devienne un patrimoine vraiment partagé. D'accord, ça c'est l'horizontale. Et la verticale? La généralisation verticale, c'est d'aller plus loin. C'est d'utiliser l'amazigh non seulement comme matière à étudier, mais aussi comme langue d'enseignement pour d'autres matières. L'histoire, la géographie, peut-être les maths, les sciences, au moins dans certaines régions pour certains modules. L'idée, c'est de lui redonner une vraie fonction, une place vivante dans l'apprentissage des savoirs. Rendre la langue utile à l'école, en somme? Exactement. Et surtout, il y a un appel très fort à accélérer, à mettre en œuvre ces mesures beaucoup plus rapidement et plus largement. Et en dehors de l'école? En parallèle, oui, il y a une forte insistance sur le besoin de reconnecter la langue à son histoire profonde, à l'archéologie, au patrimoine matériel dont on parlait, le travail des instituts comme l'IRCAM, l'INAP, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, mais aussi celui des intellectuels, des chercheurs. Les noms de El-Kellab, Hassid, Boukabout, Bouzgar reviennent souvent. Ce travail est essentiel pour diffuser ces connaissances, pour combattre les idées reçues, la désinformation. Redonner de la fierté, en quelque sorte. Exactement. Redonner aux gens la fierté de cet héritage millénaire en se basant sur des faits scientifiques solides. C'est vu comme un moteur très puissant pour sa préservation et son avenir. Bon, si on devait résumer les points forts de cette discussion, l'amazigh, ce n'est pas juste une langue régionale parmi d'autres. C'est la langue autochtone originelle d'Afrique du Nord. On a des preuves archéologiques, linguistiques, qui remontent à 3000 ans. C'est ça. Elle a joué un rôle absolument clé dans la formation de la grammaire de la Darija. Fondamental. Et enfin, malgré son statut officiel de langue officielle, son avenir est précaire. Il est menacé par cette rupture de transmission. Et la seule façon de contrer ça, ça semble être une action politique forte, volontariste, surtout dans l'éducation. C'est tout à fait ça. Et l'analyse du docteur El Haloui mentionne aussi ce sentiment parfois de décalage que certaines personnes peuvent ressentir entre leur identité profonde, locale, et puis une sorte de masque qu'on porte en public ou via la langue de l'école. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Dans quelle mesure est-ce que le fait de réembrasser consciemment son héritage linguistique autochtone, comme l'amazigh, de le valoriser, est-ce que ça pourrait aider à réduire ce fossé intérieur, à réconcilier la personne avec elle-même, avec son histoire, avec son environnement? Une question profonde pour terminer, effectivement. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur les racines et l'actualité brûlante de la langue amazigh à travers cette analyse très riche.